Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate. Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Vincere! Dunque, questo filmato mi ha commosso. Ce film m'a ému. Il m'a renvoyé des années en arrière, mais avec un état d'esprit complètement différent. C'est là que commencent les mésaventures de mon pays. Et c'est incroyable comment cette foule applaudit cette déclaration de guerre. Moi, j'étais au milieu de cette foule, de ces gens. J'avais 15 ans. C'était le 10 juin 1940. Popolo italiano, corri alle armi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore. Quello che mi sorprende è proprio l'incoscienza. Ce qui me surprend, c'est vraiment l'inconscience des masses face à cette déclaration de guerre. On ne se rendait absolument pas compte de la gravité de cet événement. Qu'est-ce qui pouvait pousser un jeune Italien à vouloir combattre et mourir pour une mauvaise cause à la fin de la Deuxième Guerre mondiale? L'hystérie hyper-nationaliste dans laquelle il baignait depuis son enfance, ou simplement le nihilisme propre à beaucoup d'adolescents. Noi abbiamo un bel moschetto e l'Italia ce lo diede. Moschettieri, l'arma al piede, il destino a preparar. Se Balilla aveva il santo, noi scagliamo il nostro cuore. Dei piccini il maschio ardore può la grande Italia far, l'occhio del duce brilla. Chemise noire, c'est l'histoire de Carlo Mazzantini, soldat perdu de l'éphémère et sanglante République sociale dite de Salo, ultime soubresaut d'un régime agonisant mis en place à partir de 1943 sous contrôle allemand par Mussolini au nord de l'Italie. Chemise noire, c'est aussi l'histoire d'une dérive de mort attachée à celle du fascisme. Je suis né en 1925, à l'intérieur du fascisme. Quand j'ai commencé à comprendre quelque chose, le fascisme était la réalité qui structurait la société italienne. Je n'ai rien connu d'autre jusqu'à 18 ans que le fascisme. Parler de démocratie à des jeunes de ma génération n'avait aucun sens. Aussi parce que finalement l'Italie n'avait jamais connu de vraie démocratie. Un régime parlementaire, oui, mais c'était un régime autoritaire, paternaliste. Le pape père, le père de la patrie, tout ça, c'était structuré en pyramide. Le roi, la monarchie militaire, le roi était le chef et ainsi de suite. Donc je suis né dans le fascisme. Ma famille était une famille petite bourgeoise, du dernier échelon de la moyenne bourgeoisie. Mon père était un employé de banque, un patriote. Il avait combattu pendant la Première Guerre mondiale sur le Grappa, sur l'Emada, au service du roi. Sa plus grande fierté était sa feuille de mise en congé de l'armée, qui disait « Il a servi avec fidélité et honneur ». Naturellement, dans la famille de ma mère, il y avait aussi les frères, des intellectuels fascistes. L'un d'eux avait été squadriste, il avait fait la marche sur Rome.
C'était un type, un révolté. L'autre, Dante, le frère aîné de ma mère, était vraiment un intellectuel fasciste. Il a participé aux événements qui avaient conduit à l'arrivée au pouvoir du fascisme. De vraies discussions familiales sur le plan idéologique, il n'y en avait pas. Parce qu'une confrontation idéologique ne peut intervenir dans un système fermé comme celui du fascisme. Naturellement, le communisme était considéré avant tout comme un matérialisme athée, à écarter. Le capitalisme était vu aussi comme une forme de matérialisme. Mais tout cela était très vague et il n'y avait pas de vraie discussion. Quant à l'Église, elle soutenait le fascisme. Quand les volontaires sont partis pour la guerre d'Espagne, l'Église a joué un rôle important. Parce qu'on partait se battre pour Dieu, pour l'Espagne. Le fascisme, lui, était considéré à travers les discours de Mussolini comme une troisième voie entre le communisme et le capitalisme. Mais tout ça à un niveau très général, pas du tout à partir d'une vraie confrontation des idées. Quel genre de fascisme était celui de ma famille? C'était un fascisme assez conformiste. Pas vraiment le fascisme révolutionnaire, celui des tendances les plus extrêmes. C'était un fascisme conformiste. Un fascisme de gens d'ordre, de gens qui respectaient l'autorité, le gouvernement. Quelle était notre vision de ce qu'il y avait avant? La vision de ce qu'il y avait avant, c'était celle d'un monde de désordre, de chaos, de grève, d'occupation d'usines, de violence rouge. Ma mère disait, quelle époque, on ne pouvait sortir de chez nous. Le nom de Matteotti, je l'ai entendu prononcer, mais je ne savais pas qui c'était. Dans ce qu'on racontait, tout était confus. Tout était confus. On avait en tête que les violences des Rouges. Les violences fascistes, on en parlait comme d'une nécessité. C'était pour arrêter la violence rouge. L'année où je suis né, le discours du 3 janvier 1925, dans lequel Mussolini assume la responsabilité morale de l'assassinat de Matteotti. Il n'y avait pas d'opposition visible. Les Italiens étaient tous pareils, ils étaient tous conformistes. Après l'assassinat du député socialiste Matteotti, principal leader de l'opposition, qui avait préparé un dossier sur les crimes fascistes et tenta de faire invalider les élections de 1924, le nouveau régime assume son vrai visage, celui d'une dictature. Pour consolider son pouvoir, le Duce fait régner la terreur, la violence s'accompagnant d'une corruption généralisée. Les bandes armées fascistes saccagent toutes les positions occupées par les Rouges, municipalités, journaux, sièges de syndicats. C'est l'époque des bastonnades et de l'huile de ricin, utilisée pour purger les opposants de leurs idées incorrectes. Quelle était l'éducation fasciste qu'on nous donnait à l'école? Accroché au mur, il y avait le crucifix, le portrait du roi et le portrait du duce. La Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Quand le professeur entrait dans la classe, le chef de classe ordonnait « Garde à vous » et tout le monde saluait. Il y avait bien sûr les cours d'histoire. On nous enseignait que le fascisme était le point d'arrivée du développement de l'histoire d'Italie. Le point culminant. De là, une nouvelle ère commençait, une ère de grandeur, de plénitude nationale que le fascisme nous avait donnée. Il y avait aussi toutes les manifestations des organisations de la jeunesse. D'abord les balilla, après les avant-gardistes. Le samedi, on quittait l'école pour marcher en uniforme avec le fusil si on était avant-gardiste ou balilla mousquetaire. Sur le bulletin scolaire, il y avait des fasci, des aigles, toute la symbolique du fascisme.
Et chaque année, on nous faisait prêter serment de fidélité au fascisme. Ce serment, je l'ai ici, inscrit sur la carte qui nous était donnée chaque année. Ce serment disait: je jure d'exécuter sans discuter les ordres du Duce et de servir de toutes mes forces, et si nécessaire, avec mon sang, la cause de la révolution fasciste. Dans la cour de l'école, on était rassemblés, et un officier lisait ce serment. Et nous hurlions tous: je le jure. Dall'alto Campidoglio, qui sempre gloria ride, trombareggiar di fiamme e di camicie fide, trombareggiar di fiamme e di camicie fide, con l'occhio all'orizzonte c'è il Duce che sorride, canta e cantano di stancare, che più contenti ci vai cantare, e canta e cantano di stancare. Y avait-il des enseignants antifascistes? Peut-être y en avait-il, mais nous ne les connaissions pas. Personne ne manifestait ouvertement ses sentiments. Y avait-il des antifascistes? On ne pouvait pas les identifier. Au fond, il en restait très peu des antifascistes. Il y avait vraiment eu un consensus pour le fascisme. Quant aux professeurs juifs, je n'en ai jamais eu. D'autre part, la communauté juive en Italie était très réduite. 45 000 personnes. Il devait y avoir des professeurs juifs qui ont été expulsés des écoles. Mais je ne me souviens pas de ces choses-là. Présenté par certains historiens comme peu grave, ou à l'italienne, c'est-à-dire peu ou pas appliquées, les lois raciales anti-juives édictées dès 1938 par le régime fasciste le furent en fait complètement. Expulsion des fonctionnaires de l'administration, des médecins des hôpitaux, des enseignants et élèves des établissements scolaires, interdiction des mariages mixtes, envoi au confino, l'exil en résidence surveillée, dans les coins les plus déshérités d'Italie. La panoplie des mesures anti-juives était vaste. Ici, nous sommes dans une des rues du ghetto de Rome, où les Juifs ont toujours vécu. C'est le théâtre de la tragédie des Juifs romains, qui ont été raflés en 1944 par les SS. Quand le fascisme a édicté les lois sur la discrimination raciale, j'avais 13 ans. Il faut préciser que, bien qu'infâmes, puisqu'elles discriminaient des Italiens de religions diverses, elles n'ont pourtant rien à voir avec les persécutions dont les Juifs furent victimes de la part des nazis. Entre exclure d'emploi étatique des citoyens et les mettre dans des chambres à gaz, il y a une grosse différence. Quand les Allemands raflèrent les Juifs dans le ghetto de Rome, nous avons considéré cette opération comme la capture d'ennemis, mis dans des camps de concentration, afin de les empêcher de nuire. Comme ça s'était passé en Angleterre vis-à-vis des Italiens et des Allemands, qui eux aussi ont été mis en camp de concentration. Bien sûr, on était loin d'imaginer Auschwitz, Birkenau, les chambres à gaz, les fours crématoires. Enfin, moi, à l'époque de tout ça, je ne savais rien. À partir de 1943, la République sociale de Mussolini va s'aligner sur la politique anti-juive des nazis. Les fascistes participent aux côtés des SS aux rafles de juifs, et les camps ouverts en Italie même au début de la guerre vont servir à leur regroupement avant le départ pour Auschwitz.
Comme le gouvernement de Vichy en France, celui de Salo va participer indirectement à la solution finale. Sur une communauté de 35 000 personnes, 8 000 furent exterminés et des 1000 juifs de la communauté romaine, 7 seulement sont rentrés. Ecco, vede, qui c'è il Colosseo, no? Nous sommes devant le Colisée. C'est vraiment le centre du quartier où j'ai vécu. Ma maison est là, à 200 mètres, et à 300 mètres, il y a l'école primaire où j'ai fait mes classes élémentaires. Ici se déroulaient toutes les grandes manifestations du régime, les grandes parades. Il y avait vraiment un rituel, le rite d'une religion de la patrie et du fascisme. Il passait, ces régiments, avec les drapeaux, les fanfares. Il y avait la participation de la foule. C'était obligatoire, on l'a dit. Bien sûr, il y avait des structures qui poussaient les gens à venir, mais il y avait aussi un vrai enthousiasme. Ces gens étaient enthousiastes. Ils étaient emportés dans le fascisme, par ses réalisations. Du Colisée, par la Via dell'Impero, on allait à la place Venezia, où Mussolini faisait ses discours. Ces discours qui entraînaient la foule, parce que plus qu'un discours, c'était un dialogue entre lui et la foule. La foule répondait et demandait, lui donnait et suscitait. C'était vraiment un échange. Un échange entre la foule et le chef, le tribun. Noi, io, tutti noi, amiamo il popolo italiano, perché ci vantiamo di essere figli di questo popolo, perché di questo popolo conosciamo la intima vita, che non è sempre lieta. Poiché le sofferenze di questo popolo qualche volta si ripercuotono profondamente nella nostra anima. Poiché noi avete ragione. Ma voglio proprio dire ai Fuentini, che sono qui in questa piazza insieme con voi, siamo tutti della stessa famiglia. Doté d'un sens certain du peuple, démagogue à toute épreuve, Mussolini a incontestablement conquis les foules italiennes, du moins dans les années 30, époque de l'apogée du fascisme et de l'entrée dans la modernité de l'Italie. Ses discours, soigneusement préparés, son style agressif et emphatique, qui paraît aujourd'hui ridicule, était parfaitement adapté au média roi de l'époque, la radio. Mais quand l'heure de la chute viendra, en 1943, il sera clair que le consensus qu'il a pu avoir était plus émotif que profond, et qu'en définitive, l'aventure fasciste avait été plus une contre-révolution qu'une révolution. Hitler, qui déroulera le tapis rouge pour son ami le Duce lors de son premier voyage officiel en Allemagne, ne se faisait guère d'illusions sur sa solidité idéologique et le traitera en vassal. Quant à Mussolini, toujours complexé vis-à-vis du Führer, il ne percevra pas la vraie dimension du nazisme, celle du mal absolu, et encore moins ce qu'allait impliquer pour son pays l'alliance allemande. On parlait à l'école de l'alliance avec l'Allemagne. Oui, bien sûr, on en a parlé, quand ça a eu lieu. Mais du nazisme, de ce qu'était l'idéologie nazie, on ne nous a rien dit. Je me souviens seulement du voyage d'Hitler à Rome. Quand Hitler est venu à Rome en 1938, il y a eu un grand enthousiasme.
Rome était devenue un théâtre. Il y avait des guirlandes militaires, des trépieds avec du feu. C'est une chose incroyable. Un théâtre épique, un opéra. L'Aïda qui se déroulait dans les rues de Rome. Comme je l'ai dit, du nazisme comme idéologie, on ne savait rien. Mais la propagande fasciste fit apparaître l'Allemagne comme la seule puissance qui nous avait aidés pendant la guerre d'Éthiopie. Donc c'est à ce moment-là que commence à naître un rapprochement, qu'on met de côté l'ancienne haine et les anciennes passions contre l'Allemagne, et qu'on commence à parler des Allemands comme un peuple constructeur, ordonné. Et puis c'est le peuple de Goethe, le peuple de Beethoven, le peuple de Kant et ainsi de suite. C'est comme cela qu'on nous présentait l'Allemagne. Quant à l'Allemagne nouvelle, elle était un peu idéologiquement la fille du fascisme. Werden ich und mein Volk Italien in schwerer Stunde die gleiche Freundschaft beweisen. Quand le fascisme a un ami, il marche avec cet ami jusqu'au bout, avait déclaré Mussolini à Berlin. En fait, cette amitié sera brutale et humiliante avant de tourner au cauchemar. Ni Hitler, ni l'état-major de la Wehrmacht ne croiront jamais à la soi-disant puissance militaire italienne et aux 8 millions de baïonnettes brandies par Mussolini dans ses discours à la presse. Quand le Duce déclare la guerre à la France et à la Grande-Bretagne en 1940, son armée n'est ni préparée ni équipée pour un conflit mondial. Elle ne pourra aligner qu'une quarantaine de divisions au lieu des 150 annoncées, sans moyens de transport suffisants et surtout sans blindés lourds. Quant à l'industrie d'armement, elle tournera à 50% de sa capacité, faute de matières premières. Pour un garçon de 15 ans comme moi, la guerre était un jeu exaltant, c'était une aventure. On avait toujours gagné. Nous ne connaissions pas la réalité de la guerre d'Éthiopie, ni du combat de Guadalajara en Espagne. Nous ne connaissions pas les difficultés qu'au fond on avait rencontrées. Tout était beau, tout était glorieux, tout était héroïque, nous étions invincibles. L'Allemagne était invincible, et nous avions cet allié formidable, et la guerre allait être une simple balade. C'è qualcuno fra di voi o camerati che ricorda l'inedito discorso di Eboli? Dissi che avremmo spettato le reni all'Eboli. Ora, con la stessa certezza assoluta, vi dico che spetteremo le reni alla Grecia. En octobre 40, c'est avec une totale impréparation et sans équipement d'hiver que les soldats de Mussolini partiront à l'assaut de la Grèce. Refoulés au bout d'une semaine en Albanie, puis en position défensive pendant des mois, il leur faudra l'aide des Allemands, qui eux ne mettront que 3 semaines pour écraser la résistance grecque, pour tenir la promesse du Duce. Dès 1942, l'armée de Mussolini est au bord de l'effondrement. Sacrifiée par Rommel à la bataille d'El Alamein, où se joue le destin de l'Africa Corps, les Italiens qui n'ont pas de quoi affronter les blindés britanniques se rendent par division entière. À partir de 1943, l'Italie, dont les meilleurs soldats meurent aussi par milliers sur le front russe, n'est plus en état de combattre. Le piège de l'alliance allemande, conclu le 22 mai 1939 avec le pacte d'Acier, va se refermer. Pas encore libérée par les Alliés qui viennent de débarquer en Sicile, l'Italie n'est plus désormais qu'un satellite du Troisième Reich, et les Italiens qui voudront, comme Carlo Mazzantini, encore combattre au nom, selon eux, de l'honneur national et du respect des alliances, seront les dernières victimes du mirage fasciste. Le soir du 25 juillet, mon père attendait une quelconque bonne nouvelle du front,
On entend dans la cour des voix qui s'appelaient, qui criaient. Alors mon père me dit, allume la radio. On allume la radio et voilà le speaker qui annonce le chevalier Benito Mussolini, lui qui avait été le duce, le fondateur de l'Empire, était devenu le cavaliere Benito Mussolini, a donné sa démission. Attenzione, attenzione. Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. Moi j'étais ahuri. Je n'arrivais pas à me faire une raison. Mussolini avait toujours existé, le fascisme était l'ordre de l'univers, c'était vraiment la chute d'un monde. Mais le point culminant arrive quand la dame de l'étage du dessus, qui avait été une des plus fanatiques, quand il y avait eu des victoires pendant la guerre d'Abyssinie, elle mettait à la fenêtre un énorme drapeau, prend et jette en bas un énorme buste de Mussolini qui trônait dans son appartement. Quand j'ai vu rouler cette tête de Mussolini et tout le monde qui criait, et mon père qui ne faisait rien, je pensais que mon père aurait dû intervenir, faire quelque chose. Alors je me suis penché à la fenêtre et j'ai crié « Vive Mussolini, vive Mussolini !» Ça a mis la pagaille. Les gens criaient « Ce sont les Mazzantini, ce sont les Mazzantini !» Et ils se sont rassemblés à l'entrée de l'immeuble. Ils commençaient à monter les escaliers pour nous agresser. Mais à l'étage au-dessous vivait un commissaire de police. Il a sorti la tête sur le palier et tout s'est arrêté. Le jour suivant les manifestations, je ne comprenais toujours pas ce qui était arrivé. Les journaux, qui étaient les mêmes, qui avaient les mêmes noms, la même presse, qui avant disait une chose, avait changé complètement de discours. Ce qui était noir était devenu blanc, et ce qui était blanc était devenu noir. Mussolini, qui avait été le duce, était devenu un malfrat, un tyran, et ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là que je commence à lier des amitiés avec des jeunes qui avaient les mêmes sentiments et le même âge que moi. Et on arrive au soir du 8 septembre. Le gouvernement Badoglio demande un armistice aux Anglo-Américains qui viennent de débarquer en Sicile. Le roi quitte Rome et abandonne son armée. Déferlant par le Brenner, la Wehrmacht occupe immédiatement l'Italie. L'allié d'hier est devenu l'ennemi d'aujourd'hui. Les unités italiennes qui voudront lui résister seront désarmées, certaines même passées par les armes. Des centaines de milliers d'officiers et de soldats partent en captivité en Allemagne. Alors c'est le sentiment de l'écroulement de l'univers, de l'écroulement du monde dans lequel tu es né. La disparition de la planète sur laquelle tu es venu au monde. Il n'y a plus de point de repère, il n'y a plus de valeurs. Il n'y a plus d'hommes. Les jours qui suivent l'armistice, il y a la fuite du roi, du gouvernement, il y a la dissolution de l'État, l'effondrement de l'armée. Moi, avec mes jeunes copains, on se baladait dans Rome. On a vu la bataille de San Paolo. On a vu les soldats italiens jeter leurs fusils, quitter leur uniforme, prendre la fuite. Et les Allemands qui faisaient pression et qui rentraient dans Rome. Et on se rend compte que tout ce qui avait été le centre de notre univers s'était effondré. Il n'y avait plus d'Italie, il n'y avait plus de patrie, d'honneur, de gloire. Le roi s'était enfui, il avait abandonné le pays. Nous nous sentions seuls, avec ce sentiment de grande solitude qui nous force à assumer tout ce qui a été et qui s'est écroulé. C'est à ce moment que nous décidons de ne pas accepter cette défaite et la honte de cette trahison.
Et alors nous décidons de nous présenter au premier commandement allemand, pour aller combattre au front, pour aller mourir. Pour Hitler, l'arrestation de Mussolini, ordonnée par le roi Victor Emmanuel, après qu'il ait été acculé à la démission le 25 juillet 1943 par le Grand Conseil fasciste, est inacceptable. Il le fait libérer de la station de sport d'hiver du Grand Sasso par un commando SS aéroporté dirigé par le colonel Skorzeny. Mais c'est un homme brisé qui part pour l'Allemagne et n'aura plus d'autre choix que de s'aligner sur le modèle nazi. Que pensions-nous ce jour-là? Certainement pas qu'une guerre civile commençait, que nous allions nous battre avec d'autres Italiens. Non, nous pensions seulement que nous serions envoyés au front pour combattre et mourir. On a voyagé toute la nuit et nous nous sommes mis à chanter les vieilles chansons. Celles que nous avions chantées pendant toute notre enfance, que nous avions écoutées plutôt. Et c'était une libération, de chanter, de pouvoir retourner dans cet univers que nous avions cru effacer à jamais. On roule toute la nuit, ça nous semble un voyage interminable. On ne savait où on allait, on croyait qu'ils nous auraient emmenés immédiatement à Cassino combattre les Alliés. Tandis qu'on a atterri dans un village à côté de Rome, à Ardea, où se trouvaient les restes d'une division blindée qui était formée de chemises noires rescapées de tous les fronts, de la Russie, de la Grèce, etc. Et qui avait été dissoute comme toute l'armée italienne. En 1943, les troupes du maréchal Kesselring ont réussi à stabiliser le front sur la ligne Gustave, au sud de Cassino, où se dérouleront pendant des mois des combats acharnés. L'avance alliée est bloquée. Et la propagande allemande pourra diffuser dans toute l'Europe occupée des images de prisonniers américains défilant en rang serré au pied du Colisée. L'Italie est coupée en deux et se trouve engagée dans 3 guerres, aux côtés des Alliés contre les Allemands, aux côtés des Allemands et enfin entre Italiens. Mussolini va en profiter pour installer sous contrôle allemand un État fantoche, la République sociale italienne, dite de Salo, localité située au bord du lac de Garde. La séance inaugurale du gouvernement de cette République se tient le 27 septembre 1943 à Rocca delle Caminate, dans un décor d'opérette. Le fascisme nouveau prétend revenir aux sources du mouvement, il se proclame social et révolutionnaire. Il va recruter parmi les Italiens qui, comme Carlo Mazzantini, n'acceptent pas la trahison du roi et qui veulent laver ce qu'ils considéreront comme une tache sur le drapeau italien et rejoindront l'armée que le maréchal Graziani s'efforce de reconstituer. L'autre courant d'adhésion à la République sociale est plus marginal. C'est celui des nostalgiques du fascisme de la première heure, anticapitalistes et républicains. Celui des seconds couteaux, les principaux hiérarques du parti ayant abandonné Mussolini après sa démission forcée le 25 juillet. Les unités les plus opérationnelles de l'armée de Salo seront composées de volontaires. Les plus fanatiques et répressives regrouperont dans les brigades noires des anciens de la milice fasciste. Les autres seront un amalgame de soldats aguerris et de jeunes sans expérience militaire. C'est dans une armée qui ressemble plus aux grandes compagnies du Moyen-Âge dirigées par des comtes de tiers qu'à une force organisée que s'engage le jeune Carlo Mazzantini. Quelle était la structure de l'armée de Salo? Après la formation du gouvernement, Graziani veut former une armée d'appelés, de conscrits, apolitiques.
Pas habillé avec la chemise noire, mais gris-vert, sans les insignes fascistes sur les revers, mais le glaive. Et puis il y avait les formations de volontaires, des anciens de la garde nationale républicaine, revêtus de la chemise noire. La 10e flottille Masse, une unité commandée par le prince Borghese. Les volontaires furent environ 240 000. L'armée tout entière de la République sociale approchait à peu près 540 000 hommes. Notre première désillusion, nous l'avons eue quand nous nous sommes retrouvés au nord au lieu d'aller au front. Là, nous nous rendons compte de l'ampleur de la défaite. Dans la première caserne que nous occupons, tout est abandonné. Il n'y a plus de lit, il n'y a plus rien. Il y a vraiment un sentiment de désolation. Et quand on se déplace dans les villages, nous nous sentons rejetés. La guerre est finie pour ceux qui nous regardent et se demandent que veulent-ils cela, pourquoi sont-ils encore en uniforme. Ils étaient surpris de nous voir ainsi. La majorité du peuple italien avait perdu la guerre, rejeté le fascisme et perdu la monarchie. Le peuple italien ne voulait plus entendre parler de tout ça, il était sorti hors de l'histoire, il était vraiment vaincu. Vaincu, le peuple italien l'est d'autant plus qu'aux défaites militaires répétées vont s'ajouter les restrictions et les bombardements. En 1943, la ration quotidienne de pain est tombée à 150 grammes. Les Italiens n'auront qu'une obsession, échapper à la guerre et surtout voir chasser l'occupeur allemand. Dans ce contexte, la vie des volontaires de l'armée de Salo était surréaliste. Quelle était l'attitude des Allemands vis-à-vis des Italiens? Au niveau des soldats, des combattants, elle était normale. On se rencontrait dans une auberge, on trinquait ensemble. Même si la différence de langue et de mentalité ne permettait pas cette camaraderie dont parlait la propagande. Au niveau des commandements, il y avait une énorme méfiance vis-à-vis des Italiens. Une méfiance qui remontait à la Russie. Il y avait une sorte de mépris pour l'armée italienne, qui, comparée à l'allemande, n'avait certainement pas son potentiel guerrier. C'est pourquoi ils ne voyaient pas d'un bon œil la reconstitution d'une armée italienne. Mussolini lui-même n'était plus maître de ses actions. Il était totalement contrôlé. Naturellement, ça, nous ne le savions pas. Nous ne nous en rendions pas compte. Mussolini était alors sous la coupe de l'ambassadeur Rahn, l'ambassadeur allemand, ici, en Italie. Sur Hitler, il conservait encore un certain pouvoir d'intervention. Pour résoudre les problèmes qui naissaient, tout le temps, il cherchait à contacter directement Hitler. Mussolini descend du train quelques heures après l'attentat raté du 20 juillet 1944 contre Hitler. Tout s'écroule autour des deux dictateurs qui ont perdu tout sens des réalités. L'un s'apprête à précipiter un peuple jusque-là soudé derrière son fureur dans la destruction finale. L'autre, qui n'est plus que la marionnette du premier,
va découvrir la haine d'un peuple qu'il avait si longtemps adulé. Pendant que le Duce cherche un ultime soutien auprès des Allemands, la guerre la plus cruelle, celle qui oppose les Italiens entre eux, ravage le nord du pays. Les soldats de Salo, et en particulier les jeunes chemises noires qui pensaient combattre les Anglo-Américains, sont engagés pour la plupart contre les partisans, ceux qu'ils appellent les bandits, mais qui sont en fait des jeunes comme eux. Pour les résistants, et même si les communistes menaient aussi une guerre révolutionnaire, il s'agissait avant tout d'une guerre de libération. Pour Carlo Mazzantini et ses compagnons, ce n'était qu'une guerre civile. Je peux témoigner personnellement du début de cette guerre civile. Nous arrivons à Vercelli, dans le Piémont, et on nous dit que dans les montagnes, il y a des noyaux de rebelles. Qui sont ces rebelles? Nous ne savons pas qui ils sont. Pourquoi ils sont là? Quelles sont leurs motivations? Nous partons en camion pour faire un tour dans ces villages. Et dans une ville, à Borgo Sesia, 2 de nos camarades, 2 jeunes soldats sont tués. Qui les a tués? Pourquoi ont-ils été tués? Nous n'imaginions pas que nous nous serions retrouvés dans un conflit fratricide. Ce que nous pensions et ce à quoi nous aspirions était d'aller combattre dans une guerre régulière, sur un front. Alors, à la suite de cet assassinat de 2 jeunes camarades, tous les 2 âgés de 19 ans, c'était 2 jeunes de 19 ans qui avaient fait la campagne de Russie. Une action de représailles a été montée. 10 personnes ont été fusillées. Je ne savais pas bien qui ils étaient. Étaient-ce des partisans ou des complices? Je n'avais pas l'idée qu'ils pouvaient être comme moi. Je les considérais comme des traîtres. Je croyais être dans le vrai en défendant la patrie, et je croyais qu'ils étaient des renégats, des déserteurs. Ça, c'était ma psychologie d'alors. Ensuite, j'ai compris de quoi il s'était agi, mais après la guerre. Mon premier souvenir de partisan que j'ai vu, nez à nez, se déroule pendant l'hiver 1944. Au début de 1944, quand une bande de jeunes partisans se rend à nous. C'était à la suite d'un avis de pardon qui avait été promulgué. Celui qui se présente maintenant, était-il écrit sur l'affiche, sera pardonné et ne sera pas fusillé. Alors ces jeunes se présentèrent. Et dans mon imagination, dans notre imagination, ceux-ci, c'étaient des monstres, des sanguinaires, des gens qui nous tiraient dans le dos. Et voilà qu'on se retrouve en face de jeunes avec lesquels on se met finalement à chanter, frères d'Italie, afin de retrouver une unité. J'ai assisté à l'exécution de ces 10 premiers prisonniers, de ces 10 premiers antifascistes à Borgo Sesia. Ce fut une expérience horrible, absolument horrible. Le choc qu'on éprouve devant le spectacle d'hommes désarmés, emmenés devant un mur pour être fusillés. Le peloton d'exécution était formé par des volontaires, et je dois dire que ces volontaires étaient surtout des jeunes. Un de ces garçons que j'appelais le Biondino, il était plus jeune que moi, il avait 1 an de moins que moi. Il se porta volontaire pour ce peloton d'exécution. C'était un très beau garçon avec un visage d'ange blond, les yeux bleus. Et moi, je me suis demandé à plusieurs reprises pourquoi il s'était porté volontaire. Un jour, il m'a répondu, « Je me suis porté volontaire pour devenir un homme. »
Il avait un certain complexe au milieu de ce monde rude de soldats, celui d'être encore un enfant. Mais cette réponse, pour devenir un homme, me laissa avec des questions sans réponse. Donc pour devenir vraiment un homme, est-ce qu'il faut tuer? Tuer. C'est une question qu'on peut encore se poser. Mais quel sens a-t-elle? La République sociale s'effondre, mais le Duce reçoit des lettres de créance avec tout l'apparat d'un chef d'État. Seul, désormais face à un destin plus grand que lui, il s'efforce de donner le change à ses derniers visiteurs. Parmi eux, Carlo Mazzantini et ses compagnons. Comme le Biondino avait été un camarade d'école d'Anna Maria Mussolini, nous l'avons contacté et nous avons obtenu une audience avec Mussolini. Nous sommes allés à Gargnano, où était Mussolini, pour demander à être parachutés derrière les lignes pour accomplir des actions de sabotage. Et alors nous fûmes reçus par Mussolini. Et ça a été une expérience incroyable. En arrivant à Gargnano, nous nous sommes trouvés dans une sorte de décor théâtral, de décor de cinéma. Tout semblait revenu au temps du Duce. Les façades des palais avaient été ravalées. Il y avait des motocyclistes avec leurs casques et les gardes des ministères, alors que tout autour était en train de s'écrouler. Il y avait là cette espèce d'oasis. Mussolini nous a reçus, et la première impression que j'ai eue a été celle d'un homme qui jouait un rôle qui lui avait été imposé. Il avait beaucoup vieilli, mais quand nous sommes entrés, il a retrouvé toute sa poigne. Il nous a regardés avec ses yeux flamboyants et s'est mis à nous parler avec son fameux ton. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Et nous là, intimidés mais aussi hésitants devant toute cette mise en scène, nous qui venions de la guerre civile, des villes bombardées, détruites, nous étions déboussolés. Et il enchaîne: je vous félicite vivement pour ce que vous voulez faire. À ce moment-là, il y a eu comme un déclic en moi. Et j'ai dit: Duce, mais ce n'est pas pour ça qu'on est venu. Nous sommes rentrés à Milan. Lui nous avait garanti de nous faire entrer dans un commando pour aller accomplir des actions de sabotage. Mais la fin arriva. Je me suis retrouvé à Milan vraiment le dernier jour, le 25 avril. Et là, j'ai vu se dissoudre le monde. J'ai vu les derniers moments de Mussolini qui arriva là, en voiture, devant le siège du parti. Dans cette ville où déjà on ressentait l'atmosphère du changement. Elle venait de la périphérie. Cette atmosphère trouble, cette atmosphère de changement, cette atmosphère d'agression dans le silence de cette ville. Mussolini, avec un manteau avachi dans une voiture, nous fait son dernier discours. Camarades, avez-vous encore confiance en moi? Et nous, désespérés, oui, Duce. Alors la victoire est encore dans vos mains. Ensuite, il est monté dans sa voiture et s'en est allé. C'est le début de la fin pour le dernier carré des fascistes. Les résistants entrent dans les villes du Nord avant les Alliés. Et tandis qu'on démonte les symboles d'un régime désormais uni, les règlements de compte commencent. Environ 1500 personnes seront exécutées sommairement avant la fin du mois.
Alors j'étais là avec le Biondino et le Paduan. Alors que tout le monde s'enfuyait, nous décidons de rester à Milan. Et nous sommes allés affronter la ville. Finalement, nous avons été interceptés. Quelques amis m'ont raconté qu'à la radio, notre voiture était signalée. Attention, attention, il y a une voiture pleine de fascistes qui tire sur la foule. À la fin, ils nous avaient repérés et ils nous ont bloqués. Capturés par les partisans, nous sommes restés pendant 5 ou 6 jours entre la vie et la mort. Le matin, quelqu'un passait qui nous disait « Ce soir, vous serez fusillés. Le tribunal vous a condamné à mort. » Le soir, il nous sortait et après, il nous faisait rentrer. Il y avait un groupe qui voulait notre mort et pas l'autre. Mussolini, qui a essayé de fuir en Suisse, déguisé en soldat allemand, est arrêté le 27 avril au bord du lac de Côme, à Dongo, et fusillé sans procès avec sa maîtresse Clara Petacci et une quinzaine de hiérarques fascistes. Leurs corps sont exposés à la vindicte de la foule et pendus quelques heures plus tard sur une place de Milan. La guerre s'achève dans un bain de sang. 50 ans après avoir échappé au peloton d'exécution qui l'attendait dans Milan libéré, Carlo Mazzantini, sauvé par un partisan de son âge, s'interroge toujours sur le sens de son engagement. Ce soir, c'est en famille, autour de vieilles photos retrouvées et en présence de 2 de ses filles, Moira e Margareta. Ma bello, il più bel mitragliere del mondo, no? Beh, bello davvero. Bello, bellissimo. Bello. Ci sono, questo è il biondino. L'altra Ivana era la fidanzatina del biondino. Questo è il biondino, no? Sì, sì. Si vede comunque. È bello il biondino. Sì, ma è preciso come l'hai descritto perché è un po' isterico. Sì, sì, ha un'aria un po'... da matto. Sì, un po' sì, quella lì è a Milano, anche questa. Proprio guarda, c'è di dietro, è aprile 45, proprio è la fine della Repubblica Sociale, proprio gli ultimi giorni, è nell'aprile del 45. Come eri magro? Eri magrissimo. Magro, magro, giovane, giovane. Non lo voglio giocare. Lasciamo vedere. Vuoi ancora Allora, perché ci hai fatto vedere quelle cose solo stasera? Niente, ho cercato le vecchie carte, scatole, scatoloni su in soffitta e ho trovato tutta sta roba, l'ho messa in ordine, ecco. Ecco. Erano 2 cose molto diverse per noi, il fascismo che ci raccontava Carlo e quello che noi consideravamo come il nemico da combattere da un punto di vista proprio ideologico dei nostri anni. Non so se ti ricordi, la nostra domanda principale era, almeno la mia domanda principale, il mio problema principale che ti ho posto dopo molti anni era se avevi ammazzato qualcuno, se eri cosciente di aver ammazzato effettivamente qualcuno o se avevi sparato e non sapevi. Lui ci ha sempre detto che no, che non aveva Tu mai hai sempre detto di no. Abbiamo letto il libro. Cioè. Perché per noi era anche era terribile poter pensare questa cosa qui. Noi siamo cresciuti poi negli anni in cui invece si diceva uccidere un fascista non è un reato, cioè negli anni degli slogan, quelli durissimi. A scuola ci insegnavano che il fascismo è stata una parentesi della storia italiana. Noi vabbè avevamo la controscuola a casa per cui Carlo strappava le pagine del libro di storia perché erano mal scritte. Poi la nostra è stata una famiglia segnata da questa esperienza personale che mio padre ha vissuto, perché sicuramente un ragazzino di 17 anni che fa la Repubblica di Salò penso che sia un'esperienza che ti segna per tutto il resto della vita. Io anagraficamente non potevo essere stato fascista. Quando il fascismo cade il 25 luglio, io ho 17 anni. Io sono un ex repubblichino, io sono stato repubblichino, che è altra cosa dal fascismo.
L'antifascismo ha creato questo equivoco. Siccome l'antifascismo non aveva avuto alcuna parte nella caduta del fascismo, che era caduto perché lui stesso si era liquidato, è il Gran Consiglio del fascismo che liquida Mussolini in accordo con Re. L'antifascismo in questo non aveva alcuna parte. Allora l'antifascismo ha visto in noi, ci ha bollati di fascismo, ma noi portavamo la camicia nera perché non ne conoscevamo altro. Ma noi non eravamo dei... Anche perché una cosa va detto, che in Italia, cioè, a cose avvenute, nessuno più era stato fascista. Ecco, brava, ecco, brava. È un paese dove comunque questo regime è stato sostenuto da intellettuale, non c'era più un fascista. E adesso si comincia a ridire, anch'io sono stato Balilla, anch'io ho portato, però adesso ricomincia a uscire poi delle fotografie, delle cose, però non c'era più un fascista. Brava, questo è quando dico la Repubblica fondata sulla rimozione. In realtà sarebbe stato molto meglio dire sì, siamo stati fascisti, abbiamo sbagliato, abbiamo creduto in una cosa che poi si è rivelata tragica e nefasta, però insomma lo siamo stati. Invece adesso sta succedendo. Sì, io credo che la gioia mia siano serviti molto. E dunque, e qui poi sono tornato. Je suis revenu ici après toute l'expérience de la guerre, de la violence, de la mort, de la guerre civile, du conflit entre Italiens. Je suis revenu avec quelques-uns de ces jeunes survivants. Certains sont morts, d'autres ont disparu, un s'est suicidé. Je suis revenu ici, dans ce parc, pour faire un peu le bilan de ce qui avait été notre aventure, notre histoire. Ces premières années de l'après-guerre sont des années où nous n'avions plus aucun rapport avec la société. Nous étions des réprouvés, nous étions des parias. Nous vivions dans un cercle fermé, le cercle de ceux qui avaient vécu cette expérience. Et on a commencé à se demander le pourquoi de tout cela. Beaucoup ont refusé de se confronter avec les réalités qui, petit à petit, émergeaient. La réalité des camps de concentration, d'extermination, la réalité de la démocratie comparée au totalitarisme. Je dirais que la majorité d'entre eux refusa cette confrontation, qui a fait chemin durant ces 50 ans. Mais moi, j'ai réfléchi longuement, pratiquement toute ma vie. Et aujourd'hui, je me dis qu'au fond, j'appartiens à la catégorie du héros moderne, qui se bat pour une idéologie, que ce soit le fascisme ou le communisme, pour ensuite se rendre compte que cette idéologie est vide. Si aujourd'hui je devais retourner à cette époque-là, avec ce que je sais aujourd'hui, je ne choisirais ni le camp de la République de Salo, ni celui de la résistance. Je ferai le choix qui a été fait par la majorité du peuple italien. Rester en dehors. Ha chiesto un ordine al generale Eisenhower.